Merci beaucoup à Antoine Compagnon et à Céline Surprenant d'avoir pris l'initiative et organisé ce colloque, je dirais, qui est d'une qualité exceptionnelle. J'ai été forcément très attentive depuis hier matin, puisque je devais mettre en rapport, c'est comme ça que je conçois mon rôle, les exposés qui ont été faits quand c'est possible, ou prendre la mesure de cette impossibilité quand ça ne l'est pas. Et je dois dire qu'il y a longtemps que mon attention n'avait pas été aussi soutenue par rapport à des choses que j'entendais. Voilà, donc merci beaucoup, et je crois ne pas être la seule à le penser. Alors, dans cette multiplicité d'interventions, dont je dirais qu'ils ont chacun leur rigueur propre, et que parfois leur rigueur propre se met en rapport et parfois pas du tout, je voudrais essayer de distinguer quelques moments. Je commencerai par une remarque. Le thème du colloque était complexe, indirect. Freud au Collège de France et dans la référence que lui font ou que ne lui font pas les professeurs au Collège de France. Cette stratégie indirecte aboutit à ceci de particulier que, je vais essayer de forcer un peu le trait, chers collègues, pour provoquer la discussion, il y a quelque chose de tout à fait particulier, me semble-t-il, c'est que ceux qui ont le plus parlé de Freud, ce n'est pas forcément les psychanalystes. Si, il y a eu tout de même Paul-Laurent Assoun qui s'est installé dans le champ tout en s'adressant vraiment au lieu où il parlait, hein, puisque je vous le rappelle, il a dit qu'est-ce qui a attiré Freud au Collège de France et pas seulement à la Salpêtrière, qu'est-ce qu'il venait chercher chez Janet, chez Ranvier par exemple. Comment est-il possible, enfin, qu'est-ce qui l'a fasciné dans la lettre qu'il a écrite à Martha sur ce que lui avait montré, les préparations anatomiques du cerveau que lui avait montré Ranvier. Pourquoi c'est fondamental ça? Et Paul-Laurent Assoun disait parce que Freud est un expérimentaliste, il conçoit la science comme une... Enfin, en tout cas, il situe la psychanalyse par rapport aux sciences expérimentales. Je crois que c'est tout à fait exact. Bon, mais après, il s'est installé dans la psychanalyse comme science expérimentale du pulsionnel, on pourrait dire. Et c'est peut-être juste, mais c'est très différent de ce qui s'est passé, par exemple, ce matin, dans l'exposé de Karsenty. Il me semble que Bruno Karsenty, qui est anthropologue et philosophe, je parle sous vos contrôles, a développé le paradoxe de ce que c'est que l'action en psychanalyse, chez Freud. Et en se fondant sur un des textes que tout le monde estime naturellement dépassé, à savoir Totem et Tabou. Je vais y revenir dans un instant, puisque je vais essayer de vous donner des textes cliniques qui disent la même chose. Mais je voudrais signaler qu'il y a eu un second moment où c'est grâce à quelqu'un d'extérieur à la psychanalyse que la psychanalyse a été assez présente, me semble-t-il. C'est quand Julia Kristeva a parlé de Benveniste et qu'elle a montré comment l'abord par Benveniste du langage, qui n'est ni tout à fait structural, ni phénoménologique, en ce sens que ce n'est ni signifiant-signifié comme Saussure, ni l'intentionnalité husserlienne, ce qu'il appelle l'expression. Il forge pour cela un autre mot qui est ce qui est intenté. Et ce qui est intenté ne consiste pas dans le sens, mais consiste
j'ai presque envie de dire dans cette scène, qu'il nomme aussi signifiance, par laquelle le langage sert à instaurer une interlocution qu'il nomme sémiotique et non pas d'abord sémantique. Et Julia Kristeva ajoutait que, on a discuté sur la question de savoir s'il avait des disciples ou s'il n'avait pas de disciples, mais qu'en tout cas, cette approche du langage par quelqu'un qui n'est pas psychanalyste était l'une des approches les plus fécondes en psychanalyse. Et que ça a été repris par quelques personnes, par exemple dont Pierra Olanier, mais ce n'était pas la seule. Donc, c'est tout à fait paradoxal que ce soit un anthropologue philosophe et par le biais d'une analyse linguistique du langage concerne au plus près le champ difficile à concevoir de la psychanalyse. Alors, le premier point consistera à souligner le paradoxe. Je crois qu'on ne gagne rien à vouloir mettre d'accord, par exemple, la psychanalyse et les neurosciences. Ça existe, hein, la neuropsychanalyse s'est beaucoup développée. C'est-à-dire qu'on veut construire une convergence, par exemple, à partir de l'idée que les mêmes neurones sont mis en action dans la préparation à une action dans la réalité et dans le rêve. Et alors on dit le rêve, ça serait la préparation à l'action. Et donc il y aurait une convergence entre certaines analyses cognitives, de la cognition et de l'action, et l'analyse du rêve. Je pense que ceci fait fi de la manière extrêmement différente dont Freud conçoit ce que c'est qu'agir. Et alors, pour enfoncer le clou, je vais vous lire un texte de Freud sur l'action, cette action que Bruno Karsenty, cet acte que Bruno Karsenty approchait par une déconstruction de la problématique de l'acte, de l'intention, dans la culture occidentale et dans la famille fondée sur la question du père et du meurtre, eh bien, je crois que Freud la rencontre dans sa critique quotidienne et que depuis 1895, date de l'esquisse, jusqu'à, on va dire, au-delà du principe de plaisir, puisque Frédéric Worms travaillait ce texte, on retrouve ce paradoxe de l'agir chez Freud. À savoir que agir, là-dessus je ne serais pas d'accord avec ce que Frédéric Worms a dit du principe de réalité, agir, ce n'est jamais directement avoir prise sur le monde extérieur, même quand empiriquement on a prise sur le monde extérieur. Agir, c'est apporter un délai à la visée d'un plaisir catastrophique qui mettrait fin à la pensée. Et à l'inverse, la pensée, c'est apporter un délai à la visée de l'excès du plaisir. Bon. Et dans cette problématique, par exemple, il y a la motricité, ce que Freud appelle la périphérie externe, elle peut être investie complètement par des processus primaires. Le somnambulisme, c'est l'investissement de la motricité par quelque chose d'halluciné. Par conséquent, on ne peut pas dire que la motricité, c'est comme ça, de façon rationnellement claire, l'accès au monde extérieur. Ou encore, autre exemple, je me rappelle dans les études sur l'hystérie, l'exemple de Elisabeth von R. Il y avait Elisabeth von R, au fur et à mesure qu'elle déclinait un certain nombre de scènes qui avaient constitué ces symptômes d'astasie-abasie, à un certain moment,
les a actualisés dans la situation analytique, c'est-à-dire qu'un jour, elle s'est levée du divan et elle a dit à Freud, il y a une glace dépolie et derrière la glace dépolie, je vois mon beau-frère, celui dont elle était amoureuse et après la mort de sa sœur, c'est là que le symptôme, c'est pas le seul moment fécond qui a fabriqué le symptôme, mais c'en est un décisif. C'est à ce moment-là, donc il n'y avait plus de paralysie. Tout d'un coup, elle s'adressait à cet autre inconnu qui était Freud, et son corps sortait de l'immobilité en fonction d'une hallucination ou d'un mini-délire dont nous avons l'expérience quotidienne dans la situation analytique. Bon, donc, c'est tout le schéma du rapport entre externe et interne, c'est ça que j'essaye de vous dire, et donc la conception de l'action qui lui est liée, qui est constamment questionnée par Freud, même quand il a un vocabulaire 19e siècle. Il a un vocabulaire psychologie 19e siècle, Freud, mais à travers ça, il essaye de dire autre chose, et de temps en temps, ce qu'il dit est invraisemblable au regard des notions communes. Donc voilà un passage de la lettre à Fliss du 6 décembre 1896. L'accès hystérique n'est pas une décharge, mais une action. Et il conserve le caractère originel de toute action, être un moyen de reproduire le plaisir. C'est du moins ce qu'il est à la racine, sinon il se motive dans le préconscient par toutes sortes d'autres raisons. Toutes sortes d'autres raisons, c'est-à-dire intention, délibération, actualisation de l'intention, c'est la manière habituelle dont on décrit l'action. Ont ainsi un accès de sommeil les malades à qui quelque chose de sexuel a été infligé dans le sommeil. Ils s'endorment de nouveau pour vivre la même chose, provoquant ainsi souvent l'évanouissement hystérique. L'accès de vertige, les pleurs convulsifs, tout est calculé en vue de l'autre, mais le plus souvent de cet autre préhistorique et inoubliable qu'aucune personne venant ultérieurement n'arrivera plus à égaler. L'accès, comme expression accrue de l'émotion, c'est une citation, ne se trouve pas du tout, semble-t-il. Autrement dit, la psychanalyse, ça ne parle pas des émotions, ça parle de quelque chose de très bizarre, et je crois qu'il faut accentuer le bizarre, c'est-à-dire l'agir et a toujours une visée hallucinatoire. Alors c'est là le point où je discuterai ce que Frédéric Worms vient de dire. Il n'y a pas de principe de réalité qui irait de soi. Dans son exposé, Frédéric Worms vient de citer d'abord principe de réalité, qui serait en rapport avec un extérieur, et principe de plaisir, qui serait en rapport avec une visée excessive. Bon. Jamais Freud ne cite d'abord le principe de réalité, parce que le principe de réalité est une modification interne du principe de plaisir. Et alors, il y a une ambiguïté de la psychanalyse, c'est que, au fond, comme psychanalyste, on n'a rien à dire directement sur le rapport à la réalité. Ce sur quoi on a à dire quelque chose, c'est comment, dans la visée excessive des processus de plaisir, qui peuvent désorganiser complètement ce que Freud appelle l'appareil de l'âme, comment s'introduit une limite. Et c'est cette limite qui s'appelle principe de réalité. Mais la réalité, ce n'est pas la réalité extérieure. La réalité, c'est l'interdit. On peut discuter, est-ce que c'est l'interdit de l'inceste ou d'autres formes de limitation de la toute-puissance, mais en tout cas, le principe de plaisir, c'est la limitation interne. Non, le principe de réalité, c'est la limitation interne du principe de plaisir. Pas en 1895. Si, bien sûr. Ah, mais bien sûr. Dans l'esquisse, il commence par Lust Erlebnis, c'est-à-dire expérience du plaisir, et comment se fait-il que cet appareil de l'âme, dont
la fonction est de décharger dans un plaisir catastrophique des énergies le long des neurones ou des représentations, c'est équivalent. Comment se fait-il qu'il n'hallucine pas tout le temps? Il n'hallucine pas tout le temps parce qu'il y a le système psy, qui est un système de pensée, qui tamise l'afflux d'excitation qui ferait halluciner. Le système psy, c'est ça le principe de réalité. Donc, c'est un système inhibiteur de l'excès. Je vais en venir à l'inhibition parce qu'on en a parlé. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que c'est qu'agir? C'est très bizarre l'action pour Freud. Mais il n'est pas toujours à la hauteur de sa bizarrerie, mais là, il est à la hauteur de sa bizarrerie. Et vous voyez bien que le champ est très nettement défini. C'est un certain corps de plaisir prêt à halluciner dans un rapport à cet autre préhistorique et inoubliable qu'aucune personne venant ultérieurement n'arrivera plus tard à égaler. La psychanalyse, ça parle de ça et de rien d'autre, je crois. À ceci près que ça a des conséquences dans beaucoup de domaines. Bon. Donc ça, c'est, me semble-t-il, le premier point. Et on comprend que ce soit... Enfin, ou bien on dit c'est du n'importe quoi, et revenons à des modèles de notre rapport au monde et de nos facultés de connaître, même peut-être d'imaginer et de mémoriser que nous connaissons, ou bien on fait le pari que cette jonction entre une visée excessive de plaisir et un risque de déplaisir maximum et la question de l'altérité animique, parce que qu'est-ce que c'est que cet autre dont on ne sait même pas qui c'est, mais à qui on adresse une visée de plaisir? Je veux dire, ça a le plus grand rapport avec la question de l'animisme, et d'ailleurs, il y a un autre texte, en 1915, où Freud dit « Notre rapport à autrui, c'est ce qui nous reste de l'animisme. » Texto. Bon. Donc, sur ce point aussi, je validerai tout à fait ce que l'anthropologue philosophe nous a dit. Bon. Mais je crois que c'est ça le champ de la psychanalyse, c'est pour ça que j'ai excès dans les textes freudiens, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Mais ça ne veut pas dire que dans la confrontation à d'autres conceptions, soit du vivant, soit du cerveau, soit de la création, je pense à Valérie, justement parce que la construction analytique est tellement bizarre, elle ne rend pas compte de tout. Et donc, dans cette confrontation à d'autres constructions, il n'y a aucune raison de penser que la psychanalyse a la vérité sur la vérité. Et sur les autres, c'est-à-dire qu'il faut limiter le champ. Bon. Ou bien, alors, dans quel moment m'est-il apparu que les champs de chacun étaient limités? Par exemple, vous avez bien remarqué que il y a eu plusieurs moments où il s'est agi d'inhibition. Dans l'exposé d'Alain Berthoz et aussi dans l'exposé d'Alain Prochian. Alain Prochian, au moment où il parle des crises, alors Alain Prochian, il est neurobiologiste, il n'a rien à dire sur la psychanalyse, il n'y connaît rien. C'est cette manière assez radicale de présenter l'autonomie de la recherche en neurobiologie. Bon. Mais en même temps, les points sur lesquels il insistait dans l'excellence de sa perspective concernaient ce qu'il a appelé les moments critiques, où, et nous savons aussi qu'en psychanalyse, il y a des moments critiques. Il a, par exemple, privilégié non pas l'enfance, mais l'adolescence. Des moments critiques où ce qui vient de l'extérieur est capable d'activer des réseaux de neurones extrêmement complexes
qui s'organise, mais qui aussi se désorganise et qui oscille. Et il a même dit à ce moment-là qu'il y avait sans doute un certain nombre de pathologies, en particulier schizophréniques, qui pouvaient être liées, non pas à un défaut du gène, à un défaut génétique, mais à la manière dont les réseaux neuronaux se réorganisent sous l'effet d'un certain nombre de modifications dont le départ est pris à la fois dans les transformations du corps et dans le milieu. Et ces modifications concernent, en tant qu'elles concernent le cerveau, concernent le rapport entre ce qui est excitateur et ce qui est inhibiteur, puisqu'il y a des moments féconds où peuvent se former certains réseaux neuronaux, et pour que certains soient, je ne sais pas si j'ai le droit d'employer le mot sélectionnés, il convient que d'autres soient inhibés, mais il y a un jeu très subtil entre l'inhibition et la possibilité que s'instaurent des réseaux neuronaux, dans un certain rapport là entre les conditions extérieures et la maturation du système. Il est bien évident que quand il dit inhibition, il fait signe vers une problématique de l'inhibition qui a d'ailleurs été signalée par plusieurs d'entre nous, je crois aussi par Paul-Laurent Assoun, qui, jusqu'où peut-on aller dans la question de savoir si on parle de la même chose ? C'est-à-dire peut-être que dans la clinique, cette notion des moments critiques, elle est pensée de deux manières différentes, en biologie et en psychanalyse, mais que néanmoins, comment dire, on repère bien que de deux manières différentes, on parle d'un même événement, à la fois biologique et psychique, sans pouvoir complètement unifier nos langages. Et à la fin de son exposé, d'ailleurs c'était très curieux parce qu'il a dit donc qu'il n'y connaissait rien, à la fin il a quand même dit dans les 2 dernières minutes que le soi, la stabilité du soi, si le cerveau et l'organisme changent tout le temps, la stabilité d'un soi qui est liée au fait qu'il y a quand même une invariance de la forme dans le renouvellement des neurones, elle a un prix à payer. C'est-à-dire que nous perdons de la plasticité, ce qui est lié à cette affaire de inhibition-excitation. Nous perdons de la plasticité quand nous gagnons une certaine constance de nous-mêmes, de ce que nous appelons nous-mêmes. Et puis à la fin, il dit, en interrogeant la manière dont se forme cette conscience de soi et cette stabilité, il ajoute, on se raconte sa propre histoire, et aussi sur le mode fantasmatique, ça contribue à un certain fonctionnement neuronal. Tant que c'est possible, on est soi, même si, et là c'est le neurologiste qui reparle, même si c'est différent de soi, puisque cela n'existe pas biologiquement. C'est-à-dire, il quitte un instant, mais un court instant, le domaine de la biologie pour le fantasme, et puis il dit, mais ça n'existe pas biologiquement. Et c'est là-dessus qu'il a terminé son exposé. C'était l'un des moments. Un autre point que je voulais accentuer, mais comme vous voyez c'est très partiel, mais j'essaye de saisir quand dans le passage des disciplines, ce qui est un thème remarquable et très difficile à traiter, ça communique sans être identique et quand est-ce que ça ne communique pas. D'autres moments, ça serait, je vais prendre Foucault et puis je vais m'arrêter et écouter vos critiques, puisque je dis des choses à l'emporte-pièce pour vous faire réagir. Ce que nous a dit
Frédéric Gros sur Foucault, avec quoi je suis en effet d'accord, il y a une ambivalence fantastique de Foucault par rapport à la psychanalyse. Je ne savais pas qu'il y avait des tas de références précises à Freud dans les manuscrits de ses cours qui ont disparu des œuvres éditées. Mais oui, il me semble bien qu'en effet, il a lu des tas de choses dans Freud, même si de temps en temps il dit le contraire. Par exemple, il dit le contraire dans un entretien qui s'appelle « Le jeu de Michel Foucault » en 1977, tout de suite après la publication en 1976 du premier tome de l'histoire de la sexualité. Il est interrogé par Jacques-Alain Miller, Alain Gros-Richard et d'autres psychanalystes lacaniens. Et il leur dit qu'il n'est pas un spécialiste de Freud et que Freud n'a pas découvert la sexualité, mais que ce que Freud a fait et qui là tout de même marque une rupture, c'est qu'il a lié cela à l'analyse du rêve. Lier la sexualité, le rêve et la formation de symptômes, c'était quand même un petit peu original. Mais il dit ça pour dire que lui, il fait un peu comme Freud, c'est-à-dire il part de la sexualité et en fait, il veut aller ailleurs, c'est-à-dire vers l'analyse des formes de vie. Et il dit en toute modestie, je suis comme Freud, je vais ailleurs que mon point de départ, et mon point de départ m'éloigne de la sexualité et me fait parler de différents dispositifs de subjectivation, comme vous l'avez montré, et en particulier Frédéric Worms. Mais pas seulement, je crois que Tammy Ayouch a parlé de ça aussi. Alors, sur Foucault, la seule chose que je voudrais lancer de plus, parce que je suis tout à fait d'accord avec cela, c'est que, néanmoins, il m'est apparu en relisant L'archéologie du savoir, il y a 7-8 ans, ce livre qu'on dit rébarbatif, que c'était ce qu'il appelle les relations, dans son analyse des relations discursives, des pratiques discursives, des systèmes d'énoncés, il y avait absolument la théorie du langage dont nous avons besoin en psychanalyse. Certes, il n'y a pas la place de l'autre, ce qui est une différence décisive, la place de l'autre, comme dans le texte de Freud que je viens de lire. Mais là où il avance, par rapport justement à notre difficulté à ne plus employer des catégories dont nous sentons tous qu'il faut bien s'en décaler, même si c'est très difficile. Intérieur, extérieur, corps, esprit. Là où il avance, c'est que ce qu'il appelle relation discursive, ce n'est ni l'organisation logique du langage, ni le sens, ni la signifiance, c'est, page 62, les relations discursives, on le voit, ne sont pas internes au discours. Elles ne relient pas entre eux les concepts ou les mots. Elles n'établissent pas entre les phrases ou les propositions une architecture déductive ou rhétorique. Mais ce ne sont pas pourtant des relations extérieures au discours qui le limiteraient ou lui imposeraient certaines formes ou le contraindraient dans certaines circonstances à énoncer certaines choses. Elles sont en quelque sorte à la limite du discours. Ces relations caractérisent non pas la langue qu'utilise le discours, non pas les circonstances dans lesquelles il se déploie, mais le discours lui-même en tant que pratique. Quelle belle description du statut du discours en psychanalyse. Le discours lui-même en tant que pratique. Alors certes, il n'y a pas d'inconscient au sens analytique du terme, mais pour sortir de la question de savoir s'il s'agit du corps ou s'il s'agit du langage en psychanalyse. Et là, ma critique s'adresserait plutôt à Merleau-Ponty à travers ce qu'a dit Tammy Ayouch.
ne pourrait-on pas se fonder sur l'idée que ce que Benveniste appelait l'intenté, qui n'est pas l'intention phénoménologique, donc qui n'est pas non plus merleau-pontienne, c'est une opération au bord du langage. C'est le langage en tant qu'il effectue quelque chose. Et en analyse, il effectue quelque chose dans le rapport à cette entre plaisir, visée de plaisir, de déplaisir, d'angoisse avec leur danger, adressée à un autre sur un mode un peu hallucinatoire, c'est bien une opération. C'est bien que ça se passe dans le langage ou dans des symptômes corporels, de toute façon, c'est une opération. Je pense qu'on n'a jamais aussi bien pensé ce que c'est qu'une opération. Alors, ce n'est pas tout à fait l'acte de tout à l'heure, mais ce que c'est qu'un agir dans une relation de langage, mais qui n'est pas le langage tel qu'on l'analysait en 1969-70, au moment où Foucault, juste entrant au Collège de France, le faisait. C'est un autre mode d'analyse du langage dont on aurait bien besoin, et je m'arrêterai là-dessus, pour repenser ce que Freud appelait Übertragung, parce que Übertragung, c'est une opération. On traduit ça par transfert, mais Übertragung en allemand, ça vaut aussi bien pour le déplacement des représentations du rêve, et c'est d'abord dans la Traumdeutung que ça apparaît, que dans cette transposition de la vie, du plaisir, du déplaisir, de l'angoisse, dans une cure, c'est-à-dire quand on met tout ça en culture par rapport à un autre préhistorique, inoubliable, que nul ne parviendra jamais à égaler. Bon. Et donc, je crois que Foucault ne parle pas du transfert, mais que je ne suis pas à un paradoxe près en ce qui concerne la situation épistémique de la psychanalyse. Il me semble qu'on gagnerait à relire ce mode d'analyse des discours et des relations discursives pour penser ce que c'est que la transposition de la vie telle qu'elle apparaît dans la cure. Et qu'en ce sens, Freud essaye de n'être pas métaphysicien. Voilà. Bon, donc j'attends vos... Comment on fonctionne? Pas de modérateur. Il n'y a pas de modérateur. Oui, voilà. Je crois que c'est important. Il se trouve que tout à fait par hasard. Oui, il se trouve que je vais peut-être le faire. Tout à fait par hasard, je me trouve avec le micro. Peut-être que vous pouvez essayer. Merci beaucoup de cette mise en relation des différentes interventions de ces 2 journées qui ont été très riches. Il me semble que bon, vous êtes nombreux là, mais que vous pourriez réagir l'un après l'autre sur ce que vous avez entendu et commencer comme ça. Alors, j'essaierai d'être bref. Tu étais l'un des premiers à parler et tu as tout écouté. Je t'en suis très reconnaissant. Alors, je voudrais savoir. Je serai bref et peut-être un peu caricatural. Je suis navré d'être un peu trop vif dans mes commentaires. Le premier, c'est que je voudrais donner un commentaire très positif sur l'idée que tu as eue. Ou que Céline a eu. Oui, Céline a eu. Au fond, de reprendre une histoire globale du Collège de France sur le plan, je dirais, multidisciplinaire. Et cet aspect-là, je pense, c'est extrêmement constructif, très positif. Et je souhaite qu'il soit poursuivi. Alors, le titre qui était choisi au départ était Freud au Collège de France. Et quand Céline, surprenant, m'a demandé de participer à ce congrès, ma réaction était immédiate. Freud n'a eu aucune influence au Collège de France depuis au moins 50 ans. Je reste fidèle à cette idée. Et ce que j'ai pu constater, c'est que les professeurs au Collège de France qui ont été mentionnés, qui sont Merleau-Ponty et Foucault, sont déjà des professeurs qui ont enseigné il y a plusieurs dizaines d'années, et qu'il a fallu beaucoup de travail aux conférenciers, que je félicite,
d'essayer de trouver le mot Freud qui vraiment n'arrivait pas à apparaître ni dans les écrits, ni dans les discours parlés. Enfin, on en a trouvé quelques-uns chez Foucault, mais vraiment, je félicite le courage d'essayer de rechercher ces références. La question de Merleau-Ponty est une question qui est en soi intéressante, mais là aussi, visiblement, c'est une interaction qui était possible. Et ce qui me paraît important, c'est essayer de reprendre un peu la philosophie de Frédéric Worm, c'est-à-dire que clairement, il y a eu un discours parallèle entre le maintien d'un discours psychanalytique en dehors du Collège de France et d'un discours scientifique au Collège de France. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pour quelles raisons, au fond, la psychanalyse a eu si peu de succès au niveau du Collège de France. Et pour moi, il y en a une très claire. C'est peut-être un peu brutal aussi. Il a été dit que la psychanalyse est une science expérimentale. Si c'est une science expérimentale, elle se démontre et elle progresse. Et je pense que j'ai été président du comité consultatif national d'éthique, et nous avons la chance d'avoir un membre de ce comité consultatif avec nous. Et une de mes premières préoccupations, c'est d'être à l'écoute de l'opinion en général et de nos citoyens en particulier. Et nous avons reçu évidemment une plainte sur laquelle d'ailleurs on est toujours en train de discuter, venant des parents d'enfants autistes et accusant l'autorité psychiatrique de l'époque de maltraitance des enfants autistes, fondée sur des théories complètement erronées, comme la responsabilité de la mère, etc. Je ne fais pas la liste de tout ce qu'il y a d'inexact à ce propos. Je ne veux pas dire qu'on a beaucoup progressé. Malheureusement, il y a certaines méthodes qui sont introduites, qui arrivent. Mais pour moi, j'aimerais, et je souhaiterais beaucoup, qu'on puisse arriver à des discours communs qui conduisent à d'une part des progrès, que je dirais, scientifiques, et aussi et surtout des progrès sur le plan médical. Or, l'expérience a prouvé que, disons, il y a eu beaucoup de progrès sur le plan, par exemple, de la pharmacologie, sur le plan de la prise en charge, mais je ne suis pas convaincu, et il y a eu des enquêtes qui ont été faites par l'INSERM, etc., que la méthode psychanalytique est la meilleure pour traiter des patients psychiatriques. Donc, ça, tout le monde est d'accord pour dire quand même qu'il faut une multiplicité de méthodes dans le traitement de l'autisme. Je ne suis pas du tout contre la multiplicité des méthodes, je les mets à l'épreuve les unes par rapport aux autres, c'est tout. Et je pense qu'à cet égard, on a besoin quand même de données objectives parce qu'on a affaire à des patients et qu'il y a une souffrance chez le patient et qu'il faut la prendre en compte. C'est notre point de vue. Et le dernier point, parce que je ne veux pas être trop long, c'est que j'ai été très sensible à l'exposé de Frédéric Worm, excuse-moi, mais je pense qu'il est très intéressant de voir au fond comment les choses se présentent aujourd'hui. Je trouve que l'analyse historique de Freud et Merleau-Ponty, etc., c'est intéressant, ça suscite la pensée, c'est le rôle de la philosophie et de l'histoire, en quelque sorte, de nous susciter une réflexion. Mais aujourd'hui, on a besoin de solutions, je pense que la société actuelle a besoin de solutions, et de solutions urgentes. Et par exemple, sur quelle base on va réfléchir aux futures dispositions éthiques dans notre pays, puisqu'on a été ensemble dans les comités d'éthique. Et il y a une définition qui a été proposée par Ricoeur, et je m'arrête là, mais qui est simplement celle d'Aristote. Qu'est-ce que la vie bonne ? Voilà une question qui me paraît extrêmement simple, et je ne suis pas sûr que la psychanalyse y réponde. Je ne suis pas sûr que les neurosciences non plus aujourd'hui, mais je pense que l'avenir est dans une authentique coopération entre sciences humaines et sciences biologiques, et que je veux dire qu'en tant que neurobiologique, si on revient là-dessus, j'ai énormément d'intérêt dans ce qui se fait dans les sciences humaines. Et je ne suis pas le seul dans notre métier. Nous avons besoin de ce contact, de cette interaction, et je remercie les organisateurs de nous l'avoir offerte. Je ne sais pas si vous voulez intervenir l'un après l'autre dans l'ordre du... Oui ?
Ben, alors, dans cette... oui, on va faire comme ça. Là, donc, à vous, une réaction à ce que vous avez entendu. Oui, c'est un ordre possible. Une réaction très, très brève. J'étais absolument ravi de participer à ces discussions sur les 2 jours et j'ai beaucoup appris de la succession des exposés. L'exercice qui a consisté à nous faire traverser Freud, réfracté, lu, pas lu, ignoré, intégré à travers les différentes œuvres des professeurs du Collège de France. Cet exercice a produit sur moi l'effet suivant. Je me suis dit qu'au fond, il y avait peut-être une ligne de partage à tracer. Hein, et que cette ligne de partage, elle n'est pas entre l'adhésion et le rejet, hein, elle est entre la perception de ce que Monique David-Ménard a désigné dans son exposé, la perception du champ difficile à circonscrire qu'est la psychanalyse et du type de discours, de l'apparition du type de discours qu'est la psychanalyse. Donc, pourquoi est-ce que ça trace, à mon avis, une ligne de partage? Parce que je crois qu'il y avait une série d'auteurs pour lesquels on pouvait déceler, on devait déceler un intérêt ponctuel pour des thèses scientifiques de Freud. Ponctuel, mesuré, critique, on prend un aspect et on discute la validité sur le plan neurologique, psychologique même, de thèses visiblement soutenues par Freud. Mais alors, on traduit la psychanalyse du côté de la neurobiologie, ou on traduit la psychanalyse du côté de la psychologie, et la question du statut de ce savoir, voilà, n'est pas prise en charge pour elle-même. Puis il y avait d'autres professeurs du Collège de France, et je pense quand même que même dans les silences, et même dans les références écrites et non dites, dont parlait Frédéric Gros dans son exposé à Freud dans les cours, on peut voir quelque chose chez Foucault, chez Merleau-Ponty, je crois. C'est pas le cas chez Mauss. Je pense que, moi j'ai parlé de Mauss, je pense qu'il était plutôt du côté... Oui, bien sûr, vous avez raison. Bien sûr, oui. Mais justement, dans le cas... Oui, tout à fait. Dans le cas de Foucault et de Merleau-Ponty, et surtout dans le cas de Foucault, je crois, il y a cette attitude à l'égard de la psychanalyse qui est très intéressante à mon avis, qui est très juste, puisque l'objet était être juste avec Freud. Qu'est-ce qu'on met sous cette... Qui est très juste, c'est, au fond, il faut lire Freud aussi comme l'apparition d'un nouveau genre de discours. Pas simplement comme la tentative de construire une science en établissant des critères a priori de scientificité qui seraient extrinsèques à ce savoir, mais on a avec Freud l'apparition d'un discours d'ailleurs qui traverse la société. Pas seulement un discours qui est tenu dans des colloques sur des chaires, mais dans des chaires, mais d'un discours qui circule dans la société et qui produit des effets sur les sujets qui sont pris en lui et qui le tiennent ou qui en sont l'objet. Voilà, alors j'ai, moi, fait une ligne de partage entre deux types d'attitudes de professeurs du Collège de France. Je crois que le cas de Foucault est très intéressant, et c'est une question que je lance à travers la table, là, puisque tu ne parleras qu'à la fin. Finalement, il y a dans ton exposé, j'ai entendu quelque chose qui m'a frappé, c'est que Foucault a une attitude, Monique a dit ambivalente, elle a entièrement raison, à l'égard de Freud. Il y a une ambivalence qu'on peut très bien caractériser, qui est que Foucault a considéré que Freud était sans doute, ou la psychanalyse était sans doute,
un discours requis par l'époque, hein, dans une perspective d'élucidation du concept d'obéissance, hein, et de mise en œuvre du concept d'obéissance. Là, je pensais à un autre auteur écrit, mais pas dit, c'est Durkheim dans les cours de Foucault sur les institutions pénales. Hein. Là aussi, on a Foucault qui prend un discours, la sociologie, et qui dit c'est un discours, ça prétend être une science, mais prenez-le comme un discours. Et puis, il y a chez Foucault une fascination tout de même pour ce que ce discours sort, hein, sort d'une pure et simple description ou élucidation du rapport d'obéissance pour en dire quelque chose du dehors. Et là, c'est là que la connivence avec Freud est peut-être tout de même nouée. Voilà, c'est les réflexions qui m'inspirent. Très bien. Et je propose qu'on change un peu l'ordre, parce que comme Frédéric Worms est arrivé le dernier, il va entendre les autres. Oui, et justement, donner le micro parole à Frédéric Gros tout de suite. Oui, bien sûr. Tout de suite. Là, tu me réponds comme ça. Qui répond tout de suite. Ah, c'était pour faire passer. Oui, merci. Je ne peux pas répondre à la place, évidemment, à la place de Foucault. C'est vrai que le problème de la scientificité même de la psychanalyse, Foucault ne le pose pas plus que le problème de la scientificité du marxisme. Et quand Foucault dit de la psychanalyse qu'elle est un discours vrai, je veux dire, Foucault se met dans cette position dans laquelle le problème n'est pas de savoir ou de s'interroger sur la vérité de ce discours vrai, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment vrai, mais à partir du moment où existe cette puissance de diffusion, je veux dire, qu'est-ce que ça change dans l'histoire de la culture, le fait qu'à partir quand même d'un certain moment, quelque chose comme le fait que nous soyons traversés par le désir, comme je le disais, par un désir incestueux, en même temps qu'interdit, soit une évidence. Après, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que, je veux dire, pour Foucault en tout cas, au niveau de réalité auquel il s'intéresse, je veux dire, pas plus qu'il... Foucault est prêt à dire, je crois, d'une certaine manière, oui, que les discours des aliénistes, savoir si la psychiatrie est vraiment vraie, n'est pas mon problème. Cela dit, à partir du moment où quelque chose comme une science de la folie est reconnue et appuyée par des institutions, ça produit des effets, et la manière dont je vais me reporter à moi-même, dont je vais me construire, dont je vais construire le rapport à mes enfants, dont je vais construire le rapport à ma famille et à moi-même, cette manière-là est bouleversée, est transformée, et à partir de là, c'est cette... Je crois que ce qu'il vise, c'est cet événement qu'a représenté la psychanalyse dans l'histoire du sujet. Et la question pour lui, j'allais dire, de l'authenticité du discours de la psychanalyse comme savoir, est pour lui secondaire, ce qui ne veut pas dire qu'il la trouve illégitime. Simplement, il considère que lui ne se la pose pas. Lui ne se la pose pas, cela dit, c'est ce que je disais quand je disais qu'au fond, ce qui l'intéresse, c'est Freud, mais comme phénomène culturel, comme foyer de sens, dans l'histoire de la subjectivité et des rapports que le sujet entretient à la vérité, c'est-à-dire comment est-ce que je peux me rapporter à moi-même à partir du moment où ce discours, cette pratique existe et est relayé par des institutions, relayé par des journaux, relayé, je veux dire que c'est devenu quelque chose comme... Ça a, quelle que soit la scientificité ou non de la psychanalyse, elle a des effets de réalité qui sont des effets de réalité sociale, et un sujet ne peut plus se construire aujourd'hui, j'allais dire, sans cette référence, sans traverser à un moment de sa vie, sans avoir à traverser à un moment de sa vie. Je veux dire par là, quand je dis à un moment de sa vie, c'est les classes de terminale.
Voilà, en classe de terminale, on apprend à des enfants qu'il existe quelque chose comme une analyse. Bon, et ça change notre rapport à nous-mêmes, et ça constitue en cela un phénomène culturel, oui, incontournable. C'est-à-dire que la psychanalyse n'a pas de statut particulier dans une archéologie foucalienne des savoirs. Elle est là comme les autres savoirs. Et je crois qu'elle n'a pas de statut véritablement privilégié. Oui, et par exemple, Foucault ne va pas faire le geste de considérer qu'il fait une psychanalyse des savoirs parce que la psychanalyse lui aurait donné une méthode d'élucidation des savoirs. Non, c'est un discours dont il analyse les effets sur la subjectivité, mais aussi les effets de pouvoir. Quand il critique dans les années 70 ce qu'il appelle les effets normalisateurs de la psychanalyse, quand il montre que l'illusion d'une émancipation par la psychanalyse de nos sexualités enfin libérées, qu'est-ce que ça signifie? Voilà, voilà, oui, c'est tout ce que je voulais indiquer. Comment? Il y a quand même, et c'est important de le définir, ce qu'on peut appeler un discours scientifique sur lequel la connaissance progresse et les applications également. Oui. Et ça, Foucault ne le précise pas. Oui, mais non, ce discours est légitime, mais pour autant, cette légitimité de l'interrogation sur la scientificité ou non de la psychanalyse n'invalide pas la légitimité d'une analyse qui considérerait l'événement de la psychanalyse dans une histoire large qui serait celle du sujet dans son rapport à la vérité. William. Oui, je suis content d'intervenir à ce moment du débat, juste après ce que dit Frédéric Gros sur Foucault, parce qu'il me semble, alors moi, mon point de vue, alors nous sommes dans une table ronde, donc j'imagine que la multiplicité des points de vue, elle est bienvenue. Mon point de vue n'est pas celui du tout d'un psychanalyste, je suis totalement en dehors de cette sphère de la pensée ou du savoir, mais plutôt, c'est mon point de vue, et c'est comme ça que j'ai abordé ce colloque, et je trouvais en cela qu'il était particulièrement fructueux et riche et instructif, point de vue d'historien des idées, historien des savoirs et de la littérature aussi par ailleurs, mais en l'occurrence plutôt des idées. Alors il me semble que le colloque a dessiné à travers cette histoire de la réception de Freud au Collège de France une sorte d'histoire, plus généralement, de la réception du freudisme à travers les savoirs au XXe siècle. Et il m'a semblé, en écoutant l'ensemble des interventions, repérer en fait 3 moments de cette réception. Un premier moment serait, et je reprendrai cette fois-ci l'expression de Frédéric Worms, celui du parallèle. Le parallèle des problématiques, c'est-à-dire qu'au temps même de Freud, à un moment quand Freud est encore vivant, on a effectivement un ensemble de penseurs, de savants, qui développent des problématiques qui sont assez voisines de celles de Freud, parce qu'il y a une sorte de moment, qui n'est pas un moment freudien en fait, mais qui est un moment général de la pensée en Europe et auquel plusieurs penseurs, plusieurs savants essaient de répondre au même moment par des techniques différentes. Et donc, à un moment où, quand Freud pose ces mêmes questions, d'autres au Collège de France, Pierre Janet, bien sûr, mais Bergson, et aussi également Valéry, on pourrait le dire, développent aussi ce même type d'interrogation et y répondent par leurs moyens. Alors, soit en connaissant ce que fait Freud au même moment, soit en ne connaissant pas ou en connaissant mal, etc. Et donc, c'est le moment du parallèle. Donc, il y a des choses qui se font au même moment. Après la guerre, il y a un autre moment, alors si je reprends le terme des droites parallèles, c'est le moment, je dirais, de l'intersection, cette fois-ci. C'est-à-dire que réellement, il y a, et quand je dis intersection, il y a deux choses qui se passent. Donc d'abord, il y a effectivement un moment de jonction entre la pensée freudienne, enfin tout le corpus psychanalytique élaboré par Freud, et puis des penseurs au Collège de France qui font, alors cette fois-ci, explicitement référence à Freud, qui s'en inspirent, et qui, et ça c'est intéressant, et alors c'est par exemple Benveniste, c'est Merleau-Ponty, c'est Lévi-Strauss, éventuellement, et surtout qui font référence, non pas nécessairement aux problématiques les plus centrales du freudisme, mais à ce que Bruno Cassanti appelait tout à l'heure la question du discours et tout ce qui est convoqué par Freud dans l'élaboration de la psychanalyse, à savoir le langage, la question de la signifiance, etc. Et beaucoup de thèmes qui
étaient en quelque sorte un peu annexes par rapport aux problématiques centrales de la psychanalyse, mais qui deviennent là, cette fois-ci, qui entrent au premier plan. Mais au même moment, comme j'ai dit, il y a intersection, et quand deux droites se croisent, il y a aussi un énorme écart. Et l'écart, à ce moment-là, se trouve du côté des sciences, je dirais, exactes, représentées au Collège de France, avec le développement de la neurologie, de la neuropsychiatrie, enfin, tout ce dont Jean-Pierre Changeux, Alain Berthaud sont les héritiers et les continuateurs encore aujourd'hui. Et donc là, on voit que ce qui se passe à ce moment-là, c'est une sorte de séparation des savoirs avec une sorte de la continuation des sciences exactes d'un côté, comme elles existaient auparavant, les sciences expérimentales, disons, et puis de l'autre, une sorte de rejet dans les sciences humaines et sociales d'un certain positivisme qui était encore présent avant la Seconde Guerre mondiale, et qui fait que maintenant le freudisme, dans ses problématiques sur le langage, par exemple, est très, très bienvenu. Et puis il y aurait un troisième moment dont nous faisons partie d'une certaine manière, et qui est préparé par Foucault, et peut-être par... Alors, on aurait pu parler de Barthes aussi, effectivement, dans le deuxième moment, je ne sais pas, il est peut-être à cheval lui aussi, mais un troisième moment, qui est le moment de... Alors, je vais sortir de l'image des droites, parce que je ne sais plus trop gérer ma métaphore, là, mais ce serait le moment alors, du recul, c'est-à-dire d'un recul sur le freudisme comme savoir, ce que fait déjà un ensemble, et comme ensemble de croyances, ensemble de pensées, dont la validité elle-même n'est pas en question, mais qui, en revanche, qui est un agent dans la société. Et donc, j'imagine qu'une partie de la réflexion que nous menons aujourd'hui fait partie de cette histoire. Je ne sais pas si un ensemble peut se contenir lui-même comme élément, mais c'est un peu, on pourrait dire qu'il faudrait nous inclure dans cette histoire de Freud au Collège de France. Mais c'est vrai que la date 2016 apparaissait dans le titre. Voilà les trois moments que je voyais à peu près, mais évidemment c'est extrêmement grossier comme première approximation. Merci. Oui. Merci. Je voulais juste ajouter quelque chose au sujet de ce moment de recul et de Lévi-Strauss. Dans ce que j'ai dit, je me suis concentré surtout sur ce que Lévi-Strauss a dit pendant les années 40-50, en fait, avant qu'il soit au Collège de France. Mais il me semble qu'il fait pleinement partie de ce moment de recul. Il y a un texte très amusant, plus tardivement, j'avais fait allusion à différents rapports à Freud, et plus tardivement, il y a une espèce de côté ludique, presque humoristique, où il intègre les idées freudiennes, et donc il y a des mythes amérindiens qui renvoient à Totem et Tabou. Il retrouve chez les Givaro Totem et Tabou, par exemple, le mythe de Totem et Tabou. Et puis même dans l'analyse du mythe d'Oedipe, il disait déjà qu'il fallait voir l'interprétation freudienne comme une des transformations de ce mythe au titre de toutes les autres transformations. Tout simplement pour dire qu'il y a dans tout ça, il me semble, chez Lévi-Strauss, une tentative de renverser notre regard et d'essayer de nous faire apparaître tel que nous apparaissons à travers le regard de l'autre, qui est aussi une mise en question de nos savoirs. Donc il utilise Freud dans ce renversement. C'est tout. Oui, oui. Alors, je voudrais peut-être essayer de répondre à Monique David-Ménard sur deux points qu'elle a développés, sur la question de la visée hallucinatoire et la question du langage ou de la discursivité. Monique, tu disais que la psychanalyse parle de ce cycle... Pardon. Tu disais que la psychanalyse parle de ce cycle, agir a toujours une visée hallucinatoire, et tu rappelais par ailleurs que cette affirmation de Freud, que notre rapport à autrui, c'est ce qui nous reste de l'animisme. Mais il me semble que ces deux assertions sont tout à fait applicables à la dimension hallucinatoire que Merleau-Ponty vise justement dans ce qu'il nomme le symbolisme onirique, et dont j'ai essayé de parler tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée qui est la mise en place de quelque chose qui procède du corps, et alors que lui appelle, l'index selon lui de ce symbolisme, il appelle ça un demi-refoulement, une demi-barrière, et c'est pour ça que j'ai lié l'affect, et ce que j'appelle la quête en figurabilité de l'affect. L'inconvénient, c'est que tout cela est appréhendé chez Merleau-Ponty à partir de la perception. Et que là où, en psychanalyse, ça se joue sur une autre scène, bien sûr, et pas sur la scène de la perception. Toutefois, alors ce qui apparaît ici, donc perception, cette opposition perception-autre scène, c'est vraiment la question de l'attestation de l'inconscient. C'est-à-dire cette idée que finalement l'inconscient, il n'en est d'attestation que par ses effets
sur la conscience, donc sur la perception aussi. Hein. Je crois que, je me souviens plus si c'était aujourd'hui ou hier, où Jean-Pierre Changeux disait, mais je ne sais plus exactement de quoi il parlait, mais il disait, mais vous voyez, ici, il n'y a pas d'inconscient, hein, il n'y a que des choses conscientes. Précisément, où se trouve l'inconscient dans la conscience, dans ses effets sur la conscience. Alors bien sûr, Merleau-Ponty, d'une certaine manière, dans son épistémologie, rate quelque chose de la scène de l'inconscient. Hein, le corps propre, la chair, ce n'est pas le corps fantasmatique, ce n'est pas le corps érotique. Et puis, le deuxième point, la question du langage, ou de la discursivité. Merleau-Ponty a été très clair. Alors, c'est propre à son époque aussi, mais il a été très clair, il le répète à plusieurs reprises, il refuse un excès d'importance, un primat accordé au langage. Il parle souvent, au colloque de Bonneval ou dans le texte sur la préface du livre de Hénard, il parle de calembours dérisoires, il parle de ceci que le langage ne peut pas se réduire à ces calembours. Alors évidemment, il vise la psychanalyse ici. Il parle de ce qu'il appelle des pullulements d'association du coq à l'âne, ce qui lui fait, rabattre l'inconscient freudien systématique sur un inconscient plutôt phénoménologique. Hein. Mais moi, je pense que le fait de poser cette alternative, le fait de poser la question du langage ici, peut rester prisonnier ou prisonnière d'une alternative qui est tout à fait historicisée à cette époque-là, enfin dans les années peu 50, mais surtout 60, qui est l'alternative entre phénoménologie et structuralisme, à laquelle on n'échappe pas quand on essaye précisément d'éviter cette espèce de forme d'angélisme ou d'inconscient phénoménologique auquel on opposerait la spécificité d'un inconscient psychanalytique défini selon un modèle structuraliste. Alors je conclurai là-dessus. Moi, la question que je pose, c'est s'il ne s'agit pas, si on essaye d'historiciser la psychanalyse, s'il ne s'agit pas peut-être de décaler cette question, de décentrer cette question, ne plus parler en termes d'opposition phénoménologie, structuralisme, en termes d'opposition sens-signifiance, mais plutôt en termes d'effet de sens. Et là, je te rejoins Monique, je rejoins Frédéric. Effet de sens comme effet de subjectivation. Sujet comme l'effet d'une fonction ici. Alors, bien sûr, Foucault, la fonction sujet, la fonction psy, les effets politiques de ça, la subjectivation comme assujettissement à des normes, mais aussi, chez le dernier Foucault, comme assujettissement à un exercice, une pratique de soi. Donc, peut-être, oui, repenser. Foucault, lui, avait traversé d'une certaine manière la phénoménologie, le structuralisme, pour essayer de penser autre chose et penser cette dimension politique de la psychanalyse. Donc, mon dernier point, c'est peut-être que, moi, ce qui me semble très important, et ce qui a été fondamental ici dans ce colloque, c'est peut-être de confronter la psychanalyse à ses extériorités. Et je pense qu'il n'y a de psychanalyse que comme confrontation à ses autres, à son autre et à ses extériorités. Que la psychanalyse n'est pas un discours identitaire de rapport de soi à soi, ce n'est pas cette passion de l'identité. Il n'y a de psychanalyse que dans le rapport à d'autres discursivités. Voilà. C'est ce qu'on a essayé de faire, en effet. Claudine ? Oui, moi je vais avoir beaucoup de mal parce que, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur l'extérieur, l'autre. Donc j'ai beaucoup de mal à penser dans des termes dans des termes très historicisés. Mais j'ai aussi beaucoup de mal à argumenter précisément. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai trouvé chez Alvax, mais chez d'autres auteurs aussi, c'est cette espèce d'acceptation, quand il ne s'agissait pas de science, mais de savoir, disons, de savoir sur l'humain, de mots équivalents, imprécis, de remarques un peu floues, qui permettent finalement d'aborder des choses, je trouve, souvent très fondamentales et très, très cruciales et novatrices. Bon, par exemple, tout à l'heure, Jean-Pierre Changeux a parlé de maltraitance. Ce n'était pas un terme qu'on utilisait avant, maltraitance, de même que harcèlement. Et quand on a commencé à parler du harcèlement moral, ça a provoqué des ricanements de la part de beaucoup de sociologues en disant que c'était ridicule, que ça avait toujours existé, que c'était le harcèlement sexuel. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était très important de prendre au sérieux la question du harcèlement moral parce que c'était une façon
de repenser les rapports de force et de pouvoir, de domination d'une façon assez concrète dans les entreprises, sans néanmoins avoir d'outils. Donc, quand je trouve sous la plume, par exemple, de Freud, que la psychanalyse est un outil, mais je suis très contente. Enfin, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de tangible, de pas du tout prétentieux et d'extraordinairement pratique et concret. La même chose quand je trouve chez Alvax la tentative de penser à la fois le moi social, le moi individuel, même s'il y a une certaine maladresse. Je trouve ça très intéressant. Donc, je voudrais revenir sur ce que Monique David Ménard a dit. Quand vous avez dit, et ça m'a paru très intéressant, c'est pas du tout pour polémiquer, mais je pense que c'est une vraie question qu'on a cherché, ce sont des vraies questions qu'on a cherché à aborder dans ce colloque. Jusqu'où peut-on aller pour savoir si on parle de la même chose ou de quoi on parle? Alors moi, je vais dire très franchement, je ne sais pas toujours de quoi je parle, mais je sens qu'il y a quelque chose d'intéressant et je m'accroche. Et j'ai fait ça une grande partie de ma vie, c'est-à-dire, par exemple, trouver des mots, les égards, par exemple, chez Freud. Freud parle des égards. Bon, il parle aussi du réconfort. Et il dit que le révolutionnaire le plus déterminé, comme le bourgeois le plus conformiste, je ne sais plus exactement, ont besoin de réconfort. Et je trouve que ce sont des choses très profondes. Il y a des moments où, je lis comme si je lisais pas avec un savoir qui m'entoure, mais comme si je découvrais des choses qui me touchent et qui ont une espèce de résonance. Et je me dis, tiens, peut-être que je pourrais développer certaines choses là-dessus. Voilà. Donc, c'est la manifestation à la fois d'une très grande, je dirais, humilité et en même temps d'une certaine audace. Enfin, c'est quelque chose de paradoxal. Voilà. Bon, mais j'ai trouvé passionnant. Frédéric. Merci. Bon, je suis d'autant plus frustré de ne pas avoir pu entendre tout ça, en quelque sorte, parce que je n'ai donc pu entendre que la reprise qui vient d'être faite et que j'ai trouvé très, très intéressante. Une remarque au passage, même si ça mériterait d'être creusé, c'est qu'effectivement, la psychanalyse est présente aujourd'hui et absente pendant un siècle comme discipline, justement, au Collège de France. Il y a un passage beaucoup de disciplines, mais jamais de chaire de psychanalyse, même si, bon, il y a des rapports indirects. C'est intéressant en soi. Est-ce que certains, sans doute, diront que c'est... se rengorgeront du fait que ce n'est pas une discipline? Je pense que c'est un peu dangereux. Moi, personnellement, je pense qu'il y a quelque chose comme une frustration. Je pense qu'il y aurait quelque chose d'important à ce qu'il y ait eu ou à ce qu'il soit possible dans cette pratique de la psychanalyse de la reconnaître, y compris dans un lieu comme le Collège de France. Mais je voudrais, moi, essayer de boucler la boucle et de quand même relever un peu le défi de Jean-Pierre Changeux. Hein, c'est quand même un défi important, avec cette question de l'éthique. Et je pense que Freud, lui, s'est toujours réclamé d'une double éthique. Et la question de savoir si lui-même et ses disciples l'ont toujours respecté est une autre question. La double éthique, elle est quand même de la science, effectivement, avec son critère de réfutation, et aussi de la médecine et du soin. C'est-à-dire, non seulement il fallait un critère de vérité, c'était vraiment un scientiste à l'ancienne, 19e siècle, et un médecin, c'est-à-dire au sens de la clinique. Et moi, je pense, et du soin au sens où, quand même, effectivement, contrairement à ce qu'ont revendiqué certains psychanalystes français, le but de la psychanalyse, c'est de savoir, mais c'est aussi alors, guérir, c'est compliqué, mais en tout cas, soigner, aller mieux, vivre peut-être pas bien, mais moins mal. Hein. Donc, ce qui est déjà peut-être une revendication démesurée. Déjà, vivre moins mal, c'est déjà non seulement pas mal, mais déjà beaucoup. Mais il faut, à mon avis, relier ces deux points pour répondre au défi de Jean-Pierre Changeux. C'est-à-dire, il y a la question, à mon avis, c'est de délimiter l'objet de la psychanalyse, d'une part, et sa pratique. Et je pense qu'effectivement, il y a eu une sorte d'hubris psychanalytique, au sens où une sorte de volonté de dire la vérité sur tous les objets, alors que peut-être c'est restreint à certains faits cliniques, et pas tous même.
C'est-à-dire, en particulier, là, ici, la Politzer avait raison, c'est-à-dire, c'est quand il y a un sujet qui parle à un autre sujet, que là, la psychanalyse trouve un ensemble de faits sur lesquels peut-être il y a quand même des améliorations et des choses comme ça. Après, la question de la psychose, la question de l'autisme, ces questions-là, est-ce qu'on peut faire la psychanalyse de sujets qui ne parlent pas? Quelle est la question, quelle est la limite de la légitimité? Bon, et donc, quelle est la preuve de cette limite par le progrès clinique et scientifique? Est-ce qu'il y a une délimitation possible de son objet? Ça me semble extrêmement important et même crucial. Je pense vraiment qu'il y a eu une certaine forme d'hubris à un moment donné, à laquelle Freud n'a pas échappé, mais que pour les psychanalystes critiques, je dirais, ceux qui font la critique au sens kantien, c'est-à-dire des limites de la psychanalyse possible, ils considèrent la théorie non pas comme une fin en soi, mais plutôt comme une élaboration de certains faits cliniques qui, s'ils permettent d'aller moins mal à quelqu'un, ont une forme de vérité. Et là, je vais citer sur le plan de l'éthique une conférence très importante de Winnicott. À mon avis, Winnicott est quelqu'un qui aurait eu sa place au Collège de France, à la charnière entre médecine et psychanalyse, et justement dans une vision de la psychanalyse qui... C'est pour ça que je suis frustré que la psychanalyse n'ait jamais eu de place au Collège de France. Peut-être parce que dans le débat français, ça s'est idéologisé extrêmement vite, justement, et qu'il y a eu une sorte d'hubris. Bon. Au point que, oui, bon, enfin, je laisse de côté. Il faudrait faire une histoire Bon, Winnicott parle à des médecins. Et à un moment, il dit, je vais vous proposer la psychanalyse comme modèle pour votre pratique médicale. Mais il ne parle pas de l'inconscient. Ce dont il parle, c'est des règles de la relation psychanalytique, du cadre de la psychanalyse qui permet, même si ça ne servait à rien, en tout cas qui permet à quelqu'un de dire à quelqu'un d'autre, dans une règle de confidentialité et de liberté totale, tout ce qui lui passe par la tête. Cette question du cadre pour la confiance intersubjective. Et il dit, ce cadre, toute relation médicale en a besoin. Et donc, au fond, il donne comme modèle possible à la relation médicale. D'ailleurs, c'est assez proche d'Hippocrate, hein, c'est-à-dire, c'est assez proche d'Hippocrate. Voilà. Oui, mais justement, sauf que l'objet de cette règle, nouveau dans le cadre de la psychanalyse, c'est la parole mutuelle. C'est-à-dire, c'est de dire, bon, la prétention de la psychanalyse, c'est que dans ce cercle au moins restreint, oui, mais approuvé cliniquement. Bon. Et non, mais approuvé accent. Approuvé cliniquement, sachant que cette clinique est en effet, je pense que tout psychanalyste sérieux, et il y en a, sont des cliniciens qui s'appuient sur la clinique. Il y a par exemple, moi je travaille beaucoup avec François Ansermet, qui est le premier psychanalyste au comité d'éthique. François Ansermet a fait un livre avec Pierre Magistretti, que vous connaissez. Bon. Oui, il est le seul étranger et le seul psychanalyste. Il est suisse et psychanalyste, et il est au comité national d'éthique français. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et ça lui donne une double étrangeté, inquiétante peut-être, mais peut-être pas. Inquiétante sur le plan scientifique. Non, il est quand même tout à fait... Mais justement, ce qu'il apporte, ce sont des faits cliniques qui sont limités. Je pense qu'effectivement, il y a une sorte de critique de la raison psychanalytique à faire, qui n'est pas autre chose qu'une délimitation. Et si on prend le cas de l'autisme, je pense que c'est probablement... ça rentre l'objet même échappe au champ de cette clinique-là. Est-ce qu'il y a une sphère clinique intersubjective où la psychanalyse permet d'aller moins mal, pour répondre à la très belle question posée qui fait qu'est-ce que la vie bonne? Personnellement, je pense que c'est pas entièrement faux. Et je dirais une dernière chose, c'est que, comme on dit, ce qui prouve le pudding, c'est qu'on le mange. Il y a des preuves de la psychanalyse qui sont aussi l'irruption de l'inconscient sur la scène des hommes. L'irruption quand même de certaines forces que les hommes ne maîtrisent pas par leur conscience. Et le fait au moins de les affronter par la parole, d'en faire des objets de discours, de ne pas les refouler, je pense que ce refouler de certaines choses persiste, que ce diagnostic sur le refoulé de certaines dimensions de nos vies, on n'a pas envie d'en parler forcément, et quand même, il y a un courage de la vérité, pour prendre une expression de Foucault, avec la psychanalyse, qui a donné lieu à des dérives. Mais c'est comme tout, d'une certaine façon, toute chose porte en elle une dérive possible.
Et la psychanalyse n'y a pas échappé. Mais je crois vraiment que Jean-Pierre Changeux a raison de poser une question d'éthique, qu'il faut étendre, qu'il faut maintenir dans la sphère de la vérité, du soin, et aussi on voit que l'histoire est importante, et c'est très frustrant quand même. En tout cas, est-ce que ça prouve rien, mais c'est un peu frustrant de voir que il y a peut-être plus de figures capables d'articuler tout ça. Peut-être François Ansermet devrait être professeur au Collège de France, parce qu'il serait capable, en tout cas, du dialogue interdisciplinaire qu'on a là, y compris avec Alain Prochian, dont il est très proche, et la littérature. Mais Monique, vous voulez reprendre la parole? Je voudrais simplement dire que comme j'ai été j'ai pris seulement quelques points, il y a quand même un thème que beaucoup d'exposés ont croisé et qui mériterait d'être retravaillé à l'avenir, c'est celui de l'individu et de la collectivité qui était présent de diverses manières. Comment faut-il se déplacer par rapport à cette dualité ? Quel est son rapport à cette autre dualité de la représentation et la matérialité ? Puisqu'apparemment, chez Halbwach, ces deux dualités coïncident. Sommes-nous d'accord avec ça ? Pas, parce que ça traverse tout ce qu'on a. Moi, je pense que Freud, et Lacan aussi, c'est complètement insuffisant sur le rapport entre la psychanalyse et les sciences sociales. On ne sort pas d'une espèce d'abord psychologisant des rapports sociaux, et qu'il faut s'y prendre tout à fait autrement, et en particulier lire de l'anthropologie et de la philosophie politique pour limiter son champ et voir comment ça s'articule. Enfin, voilà, et ça concerne vraiment l'individu et le collectif. Pour revenir à Max Weber. Merci. Je crois que nous allons arrêter là. Je voudrais dire quelques mots pour vous remercier, tous, parce que je crois que vous avez parfaitement joué le jeu, alors que c'était un peu un défi. Je remercie Céline Surprenant qui a eu l'idée de ce colloque dans le cadre de ce programme de recherche Passage des disciplines. Et je crois que vous avez montré tous que la légitimité de ce projet de recherche. Nous allons donc continuer à travailler, toujours avec cette même idée d'explorer à partir de l'observatoire que nous fournit le Collège de France, l'organisation, la désorganisation, l'inclusion, l'exclusion des disciplines, enfin leur avenir pendant cette période, 19e, 20e siècle, où, comme William le disait, il y a eu des moments, et je crois que ces différents moments sont à étudier. On a commencé avec Maury et Hervé de Saint-Denis, c'était déjà un autre moment avant Freud, et puis aller jusqu'à... Alors évidemment, pas tout à fait jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est vrai que dans la période récente, on ne sait jamais ce qu'on fera dans un siècle sur nous aujourd'hui, et on ira voir dans les notes de nos cours si nous avions parlé de Freud, écrit Freud dans le texte, et sans le prononcer de vive voix, peut-être. En tout cas, je crois que ça justifie. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on m'a donné plusieurs idées de colloques au cours de ces 2 journées, et donc je pense qu'on en refera un du même type dès l'année prochaine, avec ce type de sujet, comment les professeurs du Collège de France, encore une fois, comme lieu assez typique, et sans jamais nous enfermer dans cette institution, puisqu'il ne s'agit justement pas du tout de faire une histoire interne de cette institution. Il s'agit de voir comment elle a interagi avec toutes les autres, à Paris, en France et dans le monde. Et donc nous en aurons d'autres sur le même modèle dans les prochaines années. Donc je vous remercie, je crois que j'ai rien à ajouter. Je vous invite.